Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Bienvenue à tous dans votre émission Thème Facile. Chose promise, chose due. Lors du précédent numéro, la semaine dernière, nous avons promis que cette semaine, nous parlons réanimation avec Dr Eric Prince Agbodjon. Il est médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital La Croix de Zinvier. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin. Dr Prince Agbodjon, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais très bien. Et chez vous? Ça va, merci pour la nouvelle invitation. Je vous en prie. Réanimation, qu'est-ce que c'est? Quels soins, quel appareil et quel traitement administré en réanimation? On en parle dans cette émission dont le thème est réanimation, l'essentiel en thème facile. Alors, docteur, on entend souvent dire que telle ou telle personne est admise en réanimation ou encore il est en hospitalisation dans un service de réanimation. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est la réanimation? Merci, monsieur Erwin. Pour faire simple, je dirais la réanimation est un service qui accueille les patients qui ont des pathologies graves ou qui ont des pathologies les plus graves, dont la vie est immédiatement mise en danger, qui nécessitent davantage de soins et de surveillance. Donc, c'est des patients qui présentent des affections ou les affections les plus graves, dont la vie est immédiatement mise en danger. Beaucoup plus de soins, beaucoup plus de surveillance. C'est tout. Contrairement aux autres services classiques. Est-ce que cela veut dire qu'un patient admis en salle de réanimation a peu de chances de survie? Pas forcément. Mais on sait que tout patient qui arrive en réanimation, c'est parce que son cas est grave. C'est parce que son cas mérite des soins accrus, des soins d'un certain niveau d'ordre de priorité et mérite une surveillance continue. Ce n'est pas le genre de patient que l'on peut voir maintenant et aller se balader 1 heure de temps, revenir voir comment il va. C'est un patient dont l'état peut changer d'une minute à une autre. Donc, il faut être là pour ce patient à 100%. Donc, être admis en réanimation, ce n'est pas forcément qu'on n'a pas de chance de survivre. Non, on ne sait pas qu'on n'a pas de chance de survivre, mais c'est son état est critique. C'est que sa vie est en danger. Et si on y est, c'est parce qu'on a encore des chances de s'en sortir. Justement, quelles sont les chances de survie d'un patient admis en réanimation? Ça, c'est une question très difficile parce qu'on ne possède pas malheureusement une boule de cristal pour dire tel patient qui arrive a telle probabilité ou non de s'en sortir. Mais c'est une évaluation qui est faite au quotidien. Chaque jour que nous voyons, nous apprécions l'état clinique du patient par rapport à son entrée, par rapport à son admission. Si sa santé s'améliore au fur et à mesure de son temps d'hospitalisation, c'est un pronostic favorable. Dans le cas échéant, c'est un pronostic défavorable. Et en fonction de l'état de santé du patient, les méthodes ou les soins sont réadaptés. Donc, on ne peut pas dire on a tel pourcentage de chance de sortie de réanimation ou non. C'est vraiment en fonction du patient et de la pathologie qu'il présente. Alors, quelle est la différence entre être en réanimation et être en soins intensifs? Il n'y a pas une très grande différence entre les deux. Les soins intensifs s'occupent beaucoup plus d'une grosse défaillance, tandis que la réanimation s'occupe de plusieurs défaillances simultanément. C'est-à-dire quoi? Si le patient qui arrive aujourd'hui à l'hôpital présente essentiellement une défaillance neurologique, sans autre atteinte des autres systèmes de la vie, il est beaucoup plus orienté en soins intensifs. On sait que ce patient, c'est beaucoup plus la sphère neurologique qui est inquiétée.
Donc, on l'envoie là-bas. On n'a que ça qu'on va. Alors qu'en réanimation, vous pouvez être en train de vous occuper de plusieurs problèmes à la fois. Et aussi bien au niveau neurologique qu'au niveau respiratoire, qu'au niveau cardiovasculaire, au niveau rénal, etc., etc. En réanimation, on s'occupe de tous les systèmes en même temps, tandis qu'en soins intensifs, on s'occupe beaucoup plus de un ou deux systèmes qui sont défaillants. Alors, nous sommes toujours en période Covid. Alors, quelle est l'importance de la réanimation dans la prise en charge des patients atteints de Covid? La Covid, nous tous aujourd'hui on le sait, c'est l'atteinte de la fonction respiratoire essentiellement. On entraîne une détresse respiratoire énorme. Un patient qui ne respire ou un sujet ou une personne qui a des difficultés à respirer, sa vie est mise en danger immédiatement. Dans les minutes qui suivent, si votre fonction de respiration s'altère, votre vie est immédiatement mise en danger. Si vous commencez pas mal à respirer maintenant, peut-être à 8 heures, et on ne fait rien, peut-être à midi, vous serez mort. Et donc, c'est en ce sens que la réanimation est le secteur privilégié pour les patients qui présentent les formes les plus sévères de Covid-19 parce que la fonction respiratoire est détériorée et il faut aller la restaurer. Et on ne peut faire ça qu'en réanimation. La réanimation dont on entend fréquemment parler est la réanimation cardio-respiratoire. En quoi consiste cette forme de réanimation? Bon, ça c'est ce qu'on entend régulièrement. Oui. Mais de façon générale, qu'est-ce qu'on fait en réanimation? En réalité, pour faire simple, en réanimation, on achète le temps. En réanimation, on achète le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous avez un patient qui arrive et dont la fonction respiratoire est dégradée, on prend une machine qui va assurer cette fonction pour lui, le temps que le traitement qu'on doit mettre pour soigner la pathologie qui altère la fonction respiratoire soit jugulé. Si vous avez un patient qui a un problème rénal, on prend un dialyseur et on commence par le dialyser, le temps qu'on puisse trouver la raison pour laquelle ces reins sont défaillants. Donc, en somme, en réanimation, quand on arrive, on achète du temps. On fait tout pour prolonger dans le temps le patient dans l'espoir de savoir pourquoi X est défaillant ou non. Donc c'est exactement pareil dans la réanimation cardio-respiratoire. C'est quoi? Cardio-respiratoire, c'est le cœur et c'est la respiration. Quand le cœur est défaillant, on le réanime. S'il a présenté un arrêt cardiaque, on le masse, on utilise des médicaments pour relancer le cœur. On met ces médicaments qui permettent au cœur d'être en activité, de continuer à battre, le temps de chercher pourquoi il a présenté un arrêt cardiaque et de juguler la raison pour laquelle il a présenté un arrêt cardiaque en attendant que le cœur puisse reprendre tout seul. Il en est de même pour la respiration. Et ça, c'est pour ça qu'on parle de réanimation cardio-respiratoire. En réalité, on achète du temps en attendant de pouvoir régler le problème qui a entraîné la défaillance. À vous entendre, on pense que c'est un film. Hein? Alors, vous l'avez dit, les patients concernés par la réanimation sont des cas en griffe critiques. Alors, quels sont les soins et traitements administrés de façon précise en réanimation? En réanimation, on va dire, on fait un traitement plutôt symptomatique et un traitement de la maladie. On fait d'abord un traitement symptomatique dans un premier temps, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, pour gagner du temps, parce que immédiatement, quand le patient vient par exemple et présente une défaillance pulmonaire, quand on lui met le ventilateur pour être en train de respirer, pour que le ventilateur ou le respirateur respire à sa place, c'est pour que nous derrière maintenant, on se donne du temps pour les antibiotiques et qu'on sort pour pouvoir maintenant traiter la maladie. En fonction de la pathologie qui a amené le patient, les médicaments ou les traitements que l'on met sont spécifiques à cette infection. Selon le type d'infection, il y a les antibiotiques qui vont avec. Les antibiotiques ont une certaine durée et un délai d'action. Ne pensez pas qu'une fois qu'on a administré l'antibiotique, maintenant son effet commence. Selon la classe thérapeutique, l'antibiotique peut commencer dans 2 heures, 3 heures, dans 4 heures de temps et ainsi de suite. Donc, pendant ces 2-3 heures de temps où l'antibiotique n'est pas encore efficace, nous sommes obligés, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'acheter un peu de temps.
chez ce patient. Donc, de faire d'abord un traitement symptomatique et ensuite un traitement de la cause. Donc, les soins que nous administrons en réanimation sont beaucoup plus fonction de la pathologie pour laquelle, mais de façon standard, de la pathologie pour laquelle le patient est là, mais de façon standard, c'est d'abord et beaucoup plus des traitements symptomatiques pour gagner en temps, et pour pouvoir après trouver la cause de la maladie elle-même avant d'administrer un traitement spécifique. Combien de temps un patient peut rester en réanimation? C'est très variant. Ça dépend du cas. Variant et ça dépend de la pathologie pour laquelle il est admis en réanimation. On a connu des patients qui sont venus, qui ont fait 2 mois, 3 mois, comme il y en a qui viennent et au bout de 24-48 heures, l'affection pour laquelle ils sont arrivés est maîtrisée et on peut les sortir. Mais en moyenne, on sait qu'un patient qui entre en réanimation, il fera environ en moyenne une semaine à 10 jours. Je vous propose une pause musicale, on se retrouve tout juste après. Merci. Retour en studio, réanimation, l'essentiel en thème facile, c'est le titre, le thème de cette émission. Et nous sommes avec Dr Eric Prince Agbodjon, il est médecin anesthésiste réanimateur. L'actualité au Bénin oblige, la fête d'essai au CNHU m'amène à vous demander, docteur, quels peuvent être les dysfonctionnements qui peuvent conduire à des pertes en vie humaine dans un service de réanimation? Les dysfonctionnements qui peuvent être à l'origine en perte des vies humaines, ils sont de nombreux ordres. Ils peuvent être de nombreux ordres, d'autres humains comme d'autres techniques. C'est un peu comme on l'a dit tout à l'heure, un défaut de surveillance, ça peut conduire au décès. En réanimation, nous travaillons avec beaucoup de machines. Donc lorsque par exemple un des appareils qui est censé supplier un organe vital devient défaillant, forcément, il a des répercussions sur tout le système. Supposez par exemple, le patient que vous avez en réanimation est sous respirateur. D'accord? Et pour une question peut-être de maintenance, le respirateur sur lequel votre patient est branché ne délivre plus la quantité d'oxygène ou de volume qu'on devrait administrer à ce patient et délivre une quantité inférieure. Ça veut dire que ce patient est oxygéné par défaut, ne reçoit pas la quantité d'oxygène nécessaire et peut-être n'a pas la quantité d'air qu'il doit recevoir, le nombre de volumes qu'il doit recevoir. Forcément, ça veut dire que c'est un patient qui a commencé par mal respirer. Vu que également c'est un système hermétique, il va se mettre à suffoquer sur le système. D'accord? Ça, déjà, ça peut être une raison pour laquelle le patient peut décéder. Également, l'autre raison qui peut amener également un patient à décéder, c'est l'instabilité électrique. Si vous avez des coupures de courant, etc. Une coupure d'électricité peut être fatale. Ça peut être fatal si très rapidement les mesures qu'il faut derrière ne sont pas prises. Ça peut arriver. Dans l'autre cas également, l'autre chose c'est également, et ce qui peut être vraiment dommage, ça peut être le défaut de surveillance du patient. Quand un patient est en réanimation, il est à la charge, comme je l'avais dit au début de l'émission, à 100% de l'agent de santé qui y est. Alors, quelles peuvent être les séquelles d'un passage en réanimation? C'est très variant. Et également, est-ce qu'on peut dire que c'est la réanimation qui entraîne des séquelles à un patient? À vous de le dire. Pas réellement. C'est beaucoup plus l'affection pour laquelle le patient est admis, d'accord, qui vont être auteurs des séquelles que le patient va porter. Vous avez par exemple un patient qui arrive en réanimation et présente par exemple un accident vasculaire cérébral. Il est déjà venu avec un déficit hémicorporel, c'est-à-dire il a la moitié de son corps qui ne réagit plus. Bon, il est arrivé à la réanimation, la prise en charge a été efficace, il s'en est bien sorti, il est rentré. Bon, ça c'est une séquelle. C'est pas forcément dû à la réanimation. Donc, il n'y a pas de séquelles proprement parler à l'activité lui-même, mais les séquelles que les patients ont sont en rapport avec les pathologies
pour lesquels ils arrivent en réanimation. Docteur, vous l'avez dit, dans un service de réanimation, on retrouve beaucoup de spécialistes, beaucoup de professionnels de la santé. De qui est composé concrètement le corps médical dans un service de réanimation? Dans le service de réanimation, il faut absolument un médecin réanimateur. Bien sûr. C'est C'est obligatoire. À côté de ça, à côté du médecin réanimateur, il y a également les autres médecins qui collaborent avec celui-ci pour apporter des soins aux patients. Il peut avoir recours au cardiologue, au pneumologue, au néphrologue, etc., aux médecins de toutes les autres spécialités qui puissent lui apporter un plus dans le soin à apporter à son patient. Il y a également le corps paramédical qui accompagne énormément le médecin réanimateur dans son unité. Les infirmiers ou infirmières, spécialisés ou non en réanimation, les aides-soignants, le laboratoire également est un partenaire privilégié de la réanimation. Donc, si je comprends bien, la composition du corps médical dépend de la pathologie du patient. Il y a une base. Dans une unité de réanimation, il y a le médecin, les infirmiers, les aides-soignants. Même les agents d'entretien, parce que c'est un milieu qu'il faut garder extrêmement propre. Je ne peux pas dire stérile, mais extrêmement propre pour éviter la surinfection de d'autres affections. Donc ça, c'est la base du milieu en réanimation. Le médecin, les infirmiers, les aides-soignants et les agents d'entretien. Oui. Maintenant, à ceux-là, en fonction de la pathologie que le patient présente, le médecin réanimateur peut faire appel aux autres médecins des autres spécialités. Un cardiologue, par exemple, peut faire appel à dans quel cas? Par exemple, le patient présente, vous avez un patient qui est venu qui présente une embolie pulmonaire. Il est venu présenter son embolie pulmonaire, il est arrivé en réanimation, détresse respiratoire sévère, le cœur qui bat trop vite. Le médecin réanimateur a pu éliminer l'urgence et a maintenu le patient en vie. Il invite maintenant son collègue cardiologue pour venir également donner son point de vue et ses axes de traitement dans la prise en charge de l'affection. Et ensemble, la synergie des deux médecins ensemble pour proposer la meilleure thérapeutique aux médecins et aux patients. Un autre exemple avec un autre spécialiste. Par exemple, dans le cas des insuffisances rénales chez les patients, parce que de plus en plus on commence à en avoir des patients qui viennent qui présentent des insuffisances rénales sévères, terminales. Le rein ne fonctionne pas du tout. Donc, les patients qui arrivent et qui ne pissent plus, les reins ne fonctionnent pas, le médecin réanimateur et le plus souvent il arrive dans un état de détresse. Ce qui est malheureusement tous les patients qui arrivent d'abord sont dans un état de détresse. Donc le médecin réanimateur est au premier plan, il finit de stabiliser l'urgence et maintenant fait recours aux spécialistes dont l'organe est en cause. Dans le cas de l'insuffisance rénale, il va appeler son collègue néphrologue. Cher confrère, j'ai un patient qui présente une insuffisance rénale qui est arrivé dans un tableau de détresse respiratoire avec, je ne rentre pas dans les détails. Et le médecin néphrologue également vient et réexamine le patient. Je pense que c'est tel. Et ensemble, ils décident de la thérapeutique. C'est vraiment très variant en fonction de la pathologie pour laquelle le patient est arrivé. Dans le cas de chirurgie, c'est pareil aussi. Si le patient vient pour, je suppose, une péritonite, c'est une inflammation de tous les organes de l'abdomen, où presque tous les organes sont déficients et peut mettre en jeu pratiquement toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Le chirurgien qui doit ouvrir et chercher l'organe en cause et qui a entraîné la péritonite, et maintenant les autres médecins de différentes spécialités qui vont venir examiner leurs organes en fonction de leur spécialité pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est un ensemble, une seule personne ne peut pas s'occuper d'un patient en réanimation. Dans quel type d'hôpital doit-on avoir les services de réanimation? Vous avez des services de réanimation dans les centres hospitaliers en général et dans les hôpitaux généraux. En périphérie, beaucoup moins. Dans les cliniques de proximité, beaucoup moins, non. Parce que la réanimation nécessite une certaine logistique qu'il est difficile d'avoir dans les hôpitaux de périphérie. Vous l'avez dit, c'est beaucoup de machines. C'est énormément de machines, c'est beaucoup plus d'appareillage, beaucoup plus
traitement symptomatique en fonction de l'organe atteint. Et beaucoup d'hygiène, beaucoup de soins. Et beaucoup de soins également. Donc, Alors, c'est l'hôpital universitaire ou et le grand centre. Vous avez dit qu'il faut avoir beaucoup de machines, mais déjà, citez-nous quelques machines, quelques matériels qu'on doit trouver dans un service de réanimation sérieux. Oh, je ne peux pas dire qu'il n'existe pas de service de réanimation non sérieux. Oui, c'est pour en fait permettre à nos auditeurs, quand ils vont aller dans un service de réanimation et quand ils vont remarquer que voilà, il n'a pas minimum d'appareils, ils puissent se retourner et se référer à d'autres services plus sérieux. C'est beaucoup de machines, mais c'est également les hommes. Les machines ne font pas tout. Vous pouvez avoir toutes les machines, et si vous n'avez pas l'homme, ben c'est fini, ces machines ne vont pas se lever toutes seules pour travailler. C'est aussi vrai. Donc, c'est pas seulement les machines, c'est tout un ensemble. C'est et les machines et c'est l'homme. D'accord. Mais quand vous arrivez dans un service de réanimation... C'est parce que je sais qu'il faut effectivement des hommes que je vous ai demandé quelle est la composition du corps médical. En termes d'appareillage, dans un service de réanimation, vous avez forcément ce qu'on appelle un scope. C'est un moniteur qui permet d'apprécier l'état du patient de façon continue. Il peut être connecté directement ou non au patient par différents modes. Il y a la pression artérielle pour permettre de prendre la tension. Il y a l'oxymétrie calorimétrique pour permettre d'avoir la saturation, la pression partielle en O2 dans l'organisme. Il y a la fréquence respiratoire qui nous permet d'apprécier le nombre de cycles et la manière de respirer du patient. Il y a énormément, ça c'est un des exemples, il y a l'électrocardiogramme qui nous permet d'apprécier l'état de fonctionnement du cœur qui peut être branché en continu ou non. Il y a énormément d'appareils et en fonction également de la pathologie que présente le patient, des appareils peuvent être mobilisés ou non. Par exemple, si le patient présente une détresse respiratoire où on sait qu'il ne peut plus assumer la fonction respiratoire tout seul, il faut alors un respirateur, un ventilateur. Si le patient présente des troubles du rythme cardiaque, on est obligé peut-être de mettre des médicaments qui vont permettre au cœur de battre et avec nécessité parfois de mettre ce qu'on appelle des poussins électriques. S'il présente une défaillance rénale, on est obligé de chercher un dialyseur. Donc c'est vraiment, il y en a énormément. C'est fonction de ce que le patient présente que les appareils sont définis. Mais de façon standard, vous avez un scope, vous avez un électrocardiogramme, vous avez des aspirateurs parce que c'est un patient qui ne maîtrise plus les sécrétions oropharyngées, il faut l'aspirer. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'il est intéressant d'avoir. Le scope, l'aspirateur, l'électrocardiogramme, le défibrillateur, parce que si vous avez un patient qui présente un arrêt cardiaque là, il faut le choquer. Vous n'avez pas le choix, il faut faire, après avoir démarré votre massage cardiaque, il faut le choquer. Le faire. Voilà. Docteur Eric Prince Agbodjon, pourquoi les visites sont souvent filtrées en réanimation? Est-ce que je vais dire que les visites sont filtrées? En temps normal, les visites sont autorisées, elles sont ouvertes. À qui? Elles sont ouvertes au patient, à la famille et aux proches du patient. Donc c'est filtré. Mais n'importe qui ne peut pas non plus venir voir. Parce que, à la différence des autres services, le service de réanimation est un service qu'il faut garder propre. Si X personne peut se permettre le luxe d'avoir accès, c'est que cette personne peut apporter déjà des germes. Cette personne peut venir apporter une autre maladie encore au patient. Donc, il faut maîtriser le flux des entrées en réanimation, surtout des visites. C'est ça surtout. Donc, c'est pas que c'est filtré, mais c'est en termes de durée. On demande de ne pas être là longtemps et de ne pas venir à tout bout de champ. Docteur Eric Prince Agbodjon, 26 minutes, ça passe vite, surtout lorsque nous avons des invités qui sont intéressants, qui expliquent comme vous, on ne voit pas le temps passer, merci d'être passé. Vous avez sans doute quelque chose à ajouter rapidement avant de clore cette émission? Merci beaucoup, merci. C'est moi qui vous remercie encore pour cette invitation. Je ne saurais terminer cette émission sans remercier quand même tous nos maîtres qui se battent au quotidien pour rehausser davantage l'image de l'anesthésie réanimation au Bénin. Je veux noter le professeur Choblé, les professeurs Zoumenou, Lokosu et très prochainement le professeur
à Kodjenou, et également tous nos aînés, notamment le docteur Aristide Talon et le docteur Aounou, qui se battent au quotidien dans les différents centres hospitaliers afin d'améliorer quand même les services que nous administrons à nos patients, surtout en matière d'anesthésie et réanimation, qui est une spécialité quand même assez stressante au quotidien. Et franchement, merci pour tout ce qu'ils font. C'est grâce à eux que nous sommes ici aujourd'hui et que nous essayons de faire dans leur pas. On espère également les recevoir ici. Il faut le leur dire que Radio Afrique Santé, c'est la radio des professionnels de la santé. Donc, ils sont les bienvenus par ici. Je le transmettrai. Alors, chers auditeurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission en thème facile. J'ai reçu pour vous Dr Eric Prince Agbodjon. L'anesthésiste réanimateur nous a expliqué de long en large ce que c'est que la réanimation. Et vous avez reçu chez vous grâce à mon technicien du jour, Tibus Arihirenou. Merci pour votre aimable attention. Passez un bon moment à l'écoute de nos programmes.